Haïti, 8 millions d'habitants. Capitale, Port-au-Prince. 250 000 habitants sous Duvalier en 1957, 2 millions en 2004. Espérance de vie, 50 ans. 70% de la population vit en dessous du seuil de pauvreté. Analphabétisme, plus de 65%. Chômage, 70%. Langue officielle, créole et français. Dimanche 29 février 2004, une nouvelle fois, Haïti est en insurrection. Ce matin, le président Jean-Bertrand Aristide a quitté le pouvoir et s'est envolé vers une destination inconnue. Dans Port-au-Prince qui se réveille, les chimères, hommes de main de Jean-Bertrand Aristide, armés et payés par les deniers de la présidence, sèment le chaos. Pillage, saccage, meurtre, intimidation ravagent la capitale. Une fois de plus, la violence interrompt le cours de l'histoire. Tout était pourtant prévisible. Depuis 3 mois, les événements s'accéléraient. L'agression sanglante par les chimères d'Aristide, des étudiants en grève et du recteur de la faculté des sciences humaines, les morts et les disparus victimes de la répression pendant les manifestations pacifiques et quotidiennes, la démission de plusieurs ministres, offraient au monde l'image d'un pays à la dérive, d'un pays où l'État était au bord du gouffre. Seul, Jean-Bertrand Aristide refusait d'entendre la réalité. Au nord du pays, la ville de Gonaïves, berceau de l'indépendance, est déjà en insurrection. Les chimères, armés et payés par Aristide, se sont transformés en rebelles, trahis, disent-ils, par leur président. Le 5 février, ils prennent Gonaïves. Leur prochain objectif, Port-au-Prince. Tous les leaders haïtiens qui ont passé à la tête de ce pays veulent garder le pouvoir. On est arrivé là, on jouit de tous les privilèges, on veut rester. Nous avons toute la protection de la population pour demander à Aristide de partir. De partir, sinon, nous allons faire la guerre. Au Gonaïves, on va retrouver le berceau de l'indépendance, on va retrouver des gens rebelles, et ce n'est pas la rébellion contre les mêmes pour les mêmes causes. On est en lutte contre le terrorisme. Il existe des terroristes qui peuvent choisir Gonaïves parce que c'est le berceau de l'indépendance, pour en faire un lieu où on persécute celui-ci, on persécute celui-là, pensant ainsi déstabiliser le pouvoir. Mais on voit la rébellion de la grande collectivité gonaïvienne qui dit non au terrorisme. On s'était mobilisé pour, avec Aristide, réaliser à partir d'en bas, de cette mobilisation de la population, à partir d'en bas, parvenir à la construction de ce nouvel État. C'était une chance extraordinaire. Pas vrai? Et on peut toujours critiquer nos illusions, pas vrai? Mais de toute façon, au niveau collectif, national, existait cette espérance. Et voilà, c'est ce qui ne s'est pas fait. Ça a été encore un ratage. L'histoire d'Haïti est-elle un éternel recommencement? Indépendant depuis 1804, sous le regard de l'Amérique, Haïti célèbre cette année son 200e anniversaire. Située à quelques encablures des États-Unis, toute proche de Cuba, voisine de Saint-Domingue avec laquelle elle partage l'île, la République haïtienne n'a toujours pas trouvé son second souffle. Tandis que la ville rebelle de Gonaïves demeure plus que jamais le symbole de l'opposition au pouvoir en place, Port-au-Prince, sa capitale, reste avec son palais national le symbole d'un pouvoir despotique, d'une démocratie qui se cherche. Le palais national, c'est le symbole du pouvoir autocratique. Je dis, ce palais national, c'est véritablement le tombeau de la démocratie. Si on lit toutes les constitutions que ce pays a connues, eh bien dans ces constitutions, à lire les constitutions, quelqu'un qui ne connaît pas Haïti se dit « mais attention, c'est un pays démocratique ». Mais ce qui se passe, il y a une incapacité d'appliquer et de rendre possible, de matérialiser cette écriture juridique dans les pratiques politiques. Si bien qu'il y a un régime qui fonctionne à 2 vitesses. Il y a ce régime politique inscrit dans les écritures et il y a ce régime politique inscrit dans sa pratique. Et la pratique s'éloigne de plus en plus de l'écriture. Alors qu'elle n'était qu'un bout de terre des Amériques, au XVe siècle, l'île de Saint-Domingue, Haïti, devient terre française.
Colonisée dans l'extrême violence avec le massacre des Indiens et la déportation depuis l'Afrique de plusieurs milliers d'esclaves noirs, l'île devient, au prix de souffrances indescriptibles, la plus prospère des colonies françaises. Les conditions de vie inhumaines imposées aux esclaves, les chaînes, les coups, les humiliations, les tortures et les meurtres provoquent révoltes et colères. Sous la conduite de Toussaint Louverture, les esclaves brisent leurs chaînes. Nous sommes en 1791, 3 ans avant l'abolition officielle de l'esclavage par la Convention. Pour que les esclaves puissent se reconnaître mutuellement, puissent avoir entre eux une certaine solidarité, il a fallu qu'ils se ressourcent en un système symbolique, culturel, et c'est ce système qui a été créé à travers le vaudou. Le vaudou, sur le plan culturel, a représenté un rempart de résistance pour les esclaves. Les esclaves qui sont tirés de leur terre, de leur culture d'Afrique, et qui se sont retrouvés dans un autre univers, dans un autre environnement, je pense que s'il n'y avait pas cette réserve culturelle, peut-être qu'ils seraient tous morts, ou bien ils deviendraient fous. Même pour la cérémonie du bois caïman, qui représente l'acte, je pourrais dire, fondateur même de la nation, le vaudou était bien présent. Pour aboutir à l'indépendance d'Haïti, il a fallu commencer par une insurrection générale, et cette insurrection générale a eu lieu au cours d'une rencontre, a été préparée plutôt, au cours d'une rencontre entre représentants de différentes ethnies, et grâce à un leader vaudou qu'on appelait Boukman, et dans la nuit du 22 au 23 août 1791, une insurrection générale a pu être possible, et les esclaves ne sont jamais retournés sur les habitations et sur les plantations comme esclaves depuis cette insurrection. On ne peut pas comprendre l'homme haïtien sans connaître très bien le vaudou. Le vaudou, non seulement comme religion, comme philosophie et aussi comme matrice culturelle, est au cœur même de l'expérience sociale de l'homme haïtien. Donc, le vaudou est très présent. Malheureusement, et comme religion, elle a été toujours mise de côté dans la société haïtienne. Le vaudou a été interdit pendant la période coloniale. Le Code noir interdisait l'exercice de tout autre culte que la religion catholique l'interdisait. Et quelqu'un qui était surpris, après 6 heures du soir, à pratiquer des danses, à pratiquer des cérémonies vaudou, on était tout simplement tué, assassiné. Donc, autrement dit, le vaudou, pendant toute la période coloniale, a été tout simplement mis à l'écart. Après le serment de Bois Caïman, premier acte de libération, après le retour de Toussaint Louverture et l'abolition officielle de l'esclavage, les passions semblent s'être quelque peu apaisées. Nous sommes en 1797. Toussaint Louverture, héros de la première insurrection, nommé commandant en chef de l'armée de Saint-Domingue, donne à la colonie une autonomie quasi totale et neutralise les commissaires français. L'île est réunifiée. Toussaint Louverture se proclame gouverneur à vie et dote Haïti d'une constitution autonomiste. Son coup politique justifie l'envoi dans l'île, par Napoléon Bonaparte en 1802, d'un corps expéditionnaire. Il devra rétablir l'esclavage et l'ordre colonial. Toussaint Louverture est arrêté en juin. Déporté en France, dans le Doubs, au fort de Joux, il y meurt quelques mois plus tard, le 7 avril 1803. Pendant ce temps, sur l'île, la rébellion sous la direction des généraux Dessalines et Christophe harcèle les troupes françaises. Vaincu par la bravoure des rebelles, miné par la fièvre jaune, le 19 novembre 1803, le général français Rochambeau est contraint à la capitulation. Ses troupes se réfugient à Cuba et dans l'ex-partie espagnole de l'île. La partie occidentale ainsi libérée, le 1er janvier 1804, au Gonaïves, Dessalines et ses généraux proclament l'indépendance d'Haïti. Ils fondent ainsi la première république noire au monde. Tous les hommes y sont déclarés libres et égaux. Le 15 février de la même année, Dessalines est sacré empereur sous le nom de Jacques Ier d'Haïti. Haïti est né et a été perçu au départ comme un défi, une anomalie et une menace par les puissances esclavagistes et colonialistes de l'époque.
Et elle s'était comme donné un mot. Haïti, l'expérience haïtienne ne devait pas réussir. Et ceci, pour que ce ne soit pas un mauvais exemple. C'est ainsi donc que, premièrement, nous avons eu du mal à faire reconnaître notre indépendance. Nous avons payé un prix fort. Après le prix du sang, ça a été l'argent. Dessalines a été proclamé gouverneur à vie par acclamation. Il n'y a pas eu d'élection, mais par acclamation. La foule sur la place d'armes des Gonaïves, le 1er janvier 1804, confie son destin à Dessalines. Et le Conseil d'État formé des généraux reconnaît en Dessalines l'incarnation de ce pouvoir. Et on confie à Dessalines le destin. Et le Conseil d'État est d'accord aussi. Alors, il n'y a pas de désaccord. Mais maintenant, cette logique du chef survivra à Dessalines. Couronné le 8 octobre 1804, le pouvoir dictatorial et sanguinaire de Dessalines s'achève le 17 septembre 1806. Il meurt assassiné. La violence s'inscrit à nouveau en lettres de sang dans l'histoire d'Haïti. Noirs et riches mulâtres se disputent le pays. D'un côté, au nord, le général Henri Christophe, sacré roi Henri Ier en 1811, qui se suicidera en 1820. De l'autre, dans le sud, le chef mulâtre Pétion, mort en 1818. En 1804, nous avons créé un État contre la France qui symbolisait le retour à l'esclavage. Mais ce qui est arrivé, c'est que les pères fondateurs, en créant un État, ils n'ont pas créé ce qu'on peut appeler un projet unitaire. Oui, il y a une unité pour chasser la France, pour empêcher le retour à l'esclavage. Mais après, ils ont pris le pouvoir pour remplacer les colons. Et à partir de ce moment-là, ils ont créé une société basée sur l'exclusion. Et c'est cette exclusion de l'un par rapport à l'autre, des uns par rapport aux autres, qui va traverser toute notre histoire. Et tout le 19e siècle haïtien, donc, sera une longue bataille. Le pays a été créé par l'armée, certainement appuyé par les masses, etc. Mais c'est l'armée qui a fait l'indépendance. Et les généraux vont se battre entre eux par la suite pour que chacun puisse avoir sa part de pouvoir ou bien son tour de pouvoir. Dessalines, Christophe, Pétion, Faustin Ier, les dictatures, les assassinats politiques se succèdent, tandis que les révoltes s'enchaînent. La République est rétablie en 1859 par Nicolas Fabre-Geffrard, mais l'oligarchie en place refuse la modernisation. La paupérisation s'installe. Les cacos, révolutionnaires issus de la paysannerie noire, entrent en lutte contre l'aristocratie mulâtre. À partir de ce moment, une terrible lutte s'engage entre 1868 et 1870 et qui conduit pour la première fois dans l'histoire de ce pays à l'exécution, pas sommaire, après un jugement hâtif, sommaire celui-là, et de Geffrard, et le palais national avait explosé. Moi je dirais que c'était la plus grande crise du 19e siècle. Et les cacos vont jouer un rôle important dans l'histoire politique de ce pays jusqu'à l'occupation américaine et pendant l'occupation, pendant les premières années de l'occupation américaine. L'hostilité entre l'aristocratie mulâtre et la paysannerie noire plonge le pays dans la violence. 6 présidents sont assassinés entre 1911 et 1915. Prétextant de ce chaos, le 28 juillet 1915, les Marines américains débarquent sur Haïti. Ils s'emparent de Port-au-Prince et noient dans le sang la résistance des cacos. Un protectorat de fait se met en place. Seuls les Noirs résistent. Le fossé entre Noirs et mulâtres se creuse. Sous la pression de l'occupant, une nouvelle constitution est proclamée. L'armée de l'indépendance est dissoute au profit d'une armée américanisée au service du nouveau régime. L'occupation américaine va bouleverser totalement les structures de ce pays et ce qu'on appelle la fédération des provinces. La fédération des provinces s'effondre sous les coups de boutoir de l'occupation américaine et cela conduit à la République de Port-au-Prince. Et qui explique un pouvoir comme celui des Duvalier et qui explique surtout ce pouvoir, le pouvoir des Lavalas. Parce que ce type de pouvoir, c'est des pouvoirs à caractère urbain.
on n'a pas assez souligné. Autour des Cacos, la résistance s'organise à travers tout le territoire. Haïti, pour la seconde fois dans son histoire, obtient le départ de l'armée d'occupation. Les derniers Marines quittent Haïti en 1934. Au président Sténio Vincent, choisi par les États-Unis, succède Elie Lescaut, remplacé à son tour par un triumvirat militaire. Premier président noir élu depuis l'occupation, Dumarest estimé exerce à son tour un pouvoir despotique. Déposé en 1950, il laisse sa place au colonel Paul Magloire. Son pouvoir dictatorial tombe 6 ans plus tard, en 1956. François Duvalier disait en son temps, après l'occupation américaine, bien entendu, à l'époque de Duvalier, les coups d'État ne viennent jamais de la rue, mais du palais. Après l'occupation américaine, ce sera vrai. Ça peut se vérifier. Mais avant l'occupation américaine, les renversements de pouvoir venaient des provinces. Il ne faut pas tomber dans un piège raciste ou condescendant d'une sorte d'exceptionnalité d'Haïti. Il y a une exceptionnalité d'Haïti dans l'histoire d'Haïti, ça il faut en tenir compte. Mais justement, ce qu'Haïti a fait d'exceptionnel et d'exemplaire n'est pas pour maintenir Haïti dans quelque chose d'exceptionnel, c'est au contraire pour entrer Haïti dans la modernité. Dans la modernité, et je dis dans la démocratie parce que j'ai pas d'autre mot, c'est un terme un peu galvaudé, et je pense que ceux qui nous regardent de l'étranger, c'est cela qu'ils doivent se mettre en tête. Moi, je souffre beaucoup quand je vois des gens dire « Bon, mais vous savez, c'est un pays difficile, pourquoi est-ce qu'ils ne s'accommodent pas de leur dictateur? On dirait que ce pays ne serait pas né pour la démocratie. Ou alors, est-ce que c'est parce que c'est des Noirs? Encore, ils vous disent « Bon, vous vous entretuez. » Moi, quand j'entends un journaliste étranger dire « Vous vous entretuez », je dis « Mais quelle horreur, on ne s'entretue pas. Il y a un pouvoir qui tue la population, on ne s'entretue pas. » Moi, je pense que c'est ce regard, il faut changer le regard, je dirais, du monde sur ce pays. C'est un pays qui a une histoire exceptionnelle dans ce qu'il a pu montrer de courage et dans l'exemple qu'il a pu donner à un certain moment de l'histoire de l'humanité. Donc il a une entrée exceptionnelle dans la modernité. Maintenant, il ne faut pas le condamner au nom de cette entrée exceptionnelle. Il faut que les gens qui nous regardent, quand ils nous entendent dire « il faut des changements en Haïti », il faut qu'ils comprennent qu'on demande exactement la même chose que ce qu'eux, ils demandent. Parce qu'il y a des choses qui se passent ici, qui sont inacceptables ailleurs, donc inacceptables ici. C'est quoi jardin? C'est quoi jardin? Jardin pas marché. On est petit secondes, on est pour faire un petit bail avec lui. Un petit moment et il finit. S'il fait joli, il est étudié WC, pour faire Haïti, à la oule, à oule, nous venons pour notre mon yobu, il est mon yobu, il est moi, papa, mon sayo, il est sous moi, moi, pas qui c'est la vie, à la oule, pays, à oule. Quand vous vous promenez dans Port-au-Prince maintenant, la vie des gens, la vie privée des gens est étalée à même la rue. On se baigne dans la rue, on bouffe dans la rue, on dort dans la rue, on s'habille dans la rue. C'est tout un, comment dire, c'est toute une inhibition, c'est tout un ensemble d'inhibitions qui a disparu et qui revole les gens à nouveau à l'état de la bête ou de la chose qu'on était il y a 200 ans. Et moi, je crois qu'on fait beaucoup de procès à l'histoire, notamment cette grande question de la restitution de la dette de l'indépendance.
Mais je crois que c'est une façon de ne pas voir que nous, aujourd'hui, nous avons notre population qui vit dans un état... Bon, les gens ne sont pas attachés, mais je crois qu'il y a une perte de valeur et de sensibilité qui, pour moi, nous ramène vraiment au pire moment de l'esclavage. Et si nous avons, nous, une mobilisation citoyenne à faire, ce serait vraiment sortir de cet esclavage qui, je crois, est d'abord dans la tête des gens et dans les conditions de vie que nous faisons à notre population. Le problème de la sortie réelle de l'esclavage demeure un problème à l'ordre du jour en Haïti, dans la mesure où les paysans haïtiens, ou l'ensemble des Haïtiens vivant sur le territoire haïtien, n'est pas considéré réellement comme des citoyens. Autrement dit, après le mouvement de libération qui a amené l'indépendance, il reste le problème de l'institutionnalisation de la liberté et de l'égalité de tous les Haïtiens devant la loi. À l'époque, on avait à la fois cette misère infrahumaine et les chaînes de l'esclavage. Aujourd'hui, nous avons encore malheureusement la misère infrahumaine, mais la liberté. Donc, il y a une différence énorme entre misère plus esclavage et misère moins l'esclavage. La misère est un vivier pour les démagogues et pour les tyrans. Ils utilisent, c'est un puits. Dans ce puits de misère et d'ignorance, ils vont puiser des enfants de 12-13 ans, leur donner une arme en main et leur dire « si tu tues un tel, je te paie ». Et c'est ce qu'ils font. Et c'est Duvalier qui a inauguré vraiment cette affaire. Et Aristide va continuer la même politique de chantage. Utiliser la misère de ces gens, utiliser leur ignorance, mais en plus de Duvalier, pas seulement leur donner une arme, leur donner aussi du crack, de la drogue, les intégrer dans les systèmes de recettes douanières pour qu'ils puissent se payer, et puis les intégrer aussi dans le système de la police, les habiller des fois en policiers, bien souvent, et puis les intégrer également dans les réseaux de circulation, de passage de la drogue. Après la chute de Magloire, les élections de 1957 désignent un noiriste à la présidence d'Haïti. François Duvalier, dit Papadoc, entre au palais. Se prétendant être le grand défenseur de la majorité noire, il neutralise ou élimine la classe politique majoritairement mulâtre. Je n'avais pas d'argent, et j'avais toutes les forces réactionnaires contre moi. L'armée, le clergé, la haute finance, la bourgeoisie, toutes ces forces qui sont devenues à l'heure actuelle depuis 11 ans des mythes, de par ma façon de gouverner le pays. Dans les années 54, 55, 56, 57, Port-au-Prince était une ville de 150 000 personnes. Aujourd'hui, il y a 2 millions. Pourquoi? Parce qu'il y a un exode rural massif qui a commencé depuis 50 ans. Deuxièmement, il y a une utilisation, je dirais, démagogique et méchante par le duvalierisme de ces gens. Lors des grandes fêtes du régime, il les envoyait chercher en masse dans les campagnes, par camion. Il les déversait devant le palais national pour que Duvalier montre au monde qu'il est un président populaire. Les gens arrivaient, pour la première fois à la capitale, ils étaient complètement perdus. On leur donnait un pactole, le macoute les intimidait, et leur disait quand applaudir le président quand il parlait. Et quand le président avait fini de parler, et que les caméras de la télévision étrangère voient cette foule immense, ils disaient à Duvalier, on dirait qu'il est vraiment populaire. Mais ce qu'ils ne savaient pas, c'est que ces gens étaient laissés sur le parvis.